notamment pourquoi donc on n'arrive pas à trouver sa voie professionnelle. Violaine Capet va nous répondre à cette question via plusieurs questions. Et on va se connecter rapidement avec Violaine. Je vous rappelle, pour ceux qui posaient les questions, que oui, vous pourrez revoir ce live, il est enregistré, vous pourrez donc le revoir dans le petit lien du milieu, le petit icône du milieu qui sont les Reels. Vous pouvez le revoir sur Instagram et il sera aussi disponible en podcast sur Spotify et bien d'autres plateformes comme Deezer, iTunes. Vous pourrez revoir donc ce live en podcast sur différentes plateformes, donc n'hésitez pas. Alors, on va se connecter avec Violaine tout de suite. J'espère que vous allez bien. Voilà. Alors, Violaine n'a pas l'air d'être là encore. Ouais. Violaine, faites-moi coucou si jamais vous êtes par là. Mais je crois que Violaine n'est pas encore là. Puisque je ne la trouve pas. Ah, ça y est, elle est là. Bon. Bonjour. Très bien, très bien. Merci. Merci d'avoir accepté de faire ce live avec nous sur le multipotentiel ou les multipotentiels. Donc aujourd'hui, on va parler du multipotentiel. Pourquoi je n'arrive pas à trouver ma voie professionnelle? Avant toujours de commencer ce live, je vais te demander, Violaine, de te présenter, s'il te plaît. Oui, eh bien, je suis Violaine Capet. J'ai créé mon cabinet d'accompagnement pour les personnes en reconversion professionnelle il y a de ça 5 ans maintenant, après une vie professionnelle riche et variée. Parfait, merci. Merci Violaine. Toi, tu es en ligne et en présentiel, les deux? Oui. Oui. Plutôt en ligne. 95% des personnes que j'accompagne sont même parfois hors de France, dans les territoires outre-mer ou même à l'étranger. Donc oui, beaucoup en ligne. D'accord, super. Je préfère toujours préciser pour les Oui. personnes qui regardent. Donc, on va commencer tout de suite ce live sur les multipotentiels. Donc, pourquoi je n'arrive pas à trouver ma voie professionnelle? Alors, justement, Violaine, la multipotentialité, c'est quoi? Eh bien, pour dire ça très simplement, c'est une personne multipotentialiste ou une personne multipotentielle est une personne qui a plusieurs potentiels, plusieurs centres d'intérêt, plusieurs capacités, voilà. Et ce qui est important, c'est que son épanouissement passe par le fait de vivre ces différentes potentialités. Et si cette personne ne se connaît pas comme telle, eh bien, elle aura un sentiment de frustration ou de décalage important. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Donc c'est une personne qui est normalement assez curieuse, qui peut donc avoir des centres d'intérêt très très différents. Hein. Ça peut aller de la botanique à l'informatique, en passant par la faune marine. Enfin voilà, il n'y a rien de... c'est pas du tout nécessaire que ce soit dans un même domaine. Donc, une vraie adrénaline pour la nouveauté ou la volonté d'apprendre, ça c'est très caractéristique. Alors, ce qui est caractéristique aussi, c'est que quand l'apprentissage est fait, quand le domaine a été investi, eh bien, il s'ensuit très souvent au bout de... Généralement, les personnes que j'accompagne me parlent toujours de cycles de 2 ans, au bout desquels ces personnes se lassent. En fait, elles ont fait le tour. Elles ont suffisamment appris, elles ont ressenti cette aventure exploratoire de manière intense. Mais si on leur demande de répéter ou de transmettre ce qu'elles ont appris maintenant, eh bien, elles n'en voient pas vraiment elles-mêmes du coup d'intérêt ou elles n'y voient pas suffisamment de challenge. Donc, c'est pas facile à vivre. Et ces personnes-là, troisième caractéristique, ont souvent une pensée en arborescence, hein, c'est-à-dire en réseau, c'est-à-dire une idée, appelle une idée, appelle une idée, appelle une idée. D'où cette adrénaline quand voilà, on est en stade d'apprentissage. Donc, voilà les caractéristiques. Peut-être que les principales forces qui ont été dégagées par Émilie Wapnick, qui a la première fait connaître, alors il y a Barbara Scher qui parle de scanner, mais disons que c'est vraiment Émilie Wapnick qui a développé
oui, ce terme de multipotentialité. Elle a fait un TEDx qui est vu, je crois qu'il y a plus de 7 millions de personnes qui l'ont vu. Et moi, quand j'accompagne des personnes que je pressens comme telles, je leur demande tout de suite de regarder ce TEDx qui est très bien fait. Donc, c'est le sens de l'innovation. Voilà, c'est des personnes qui sont là pour créer, qui ont des visions. C'est des personnes qui sont extrêmement adaptables parce qu'en fait, de toute façon, elles sont tout le temps en train d'apprendre et de se réinventer. Donc, de toute façon, elles sont tout le temps en dehors de leur zone de confort. Et elles ont aussi une troisième force, c'est qu'elles apprennent très fortement à apprendre. Donc c'est presque une spécialité chez ces personnes-là d'apprendre. Donc, elles ont développé une surcapacité à rentrer facilement sur un sujet et le développer et puis en avoir une connaissance, en tout cas une bonne connaissance, pas de manière forcément experte, mais en tout cas une bonne connaissance. D'accord. Alors justement, Violaine, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour quand on prend conscience de ce mode opératoire et comment on peut bien le vivre? Alors, tu as bien raison de parler de bien le vivre parce que beaucoup de personnes que j'accompagne vivent cela très, très, très mal. En fait, elles n'ont pas conscience de leur originalité. Si elles étaient nées au moment de la Renaissance, elles auraient été starifiées. Celui qu'on connaît qui est Léonard de Vinci pendant la Renaissance, lui, il était à la fois poète, sculpteur, botaniste, inventeur, scientifique, peintre, j'allais presque l'oublier, voilà. Et tout ça est extrêmement valorisé en fait. Cette richesse intérieure est extrêmement valorisée. Après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu produire, il a fallu faire augmenter la croissance économique pour des raisons qu'on connaît bien. Et de ce fait, les profils plutôt experts ont été fortement valorisés. Et c'est encore plus vrai en France qu'ailleurs. Et donc, la difficulté, quand on essaye de trouver une vocation pour faire plaisir aux uns aux autres, parce qu'on comprend que c'est ce qu'on attend de nous, puis des fois, on serine depuis l'âge de 6-7 ans sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et qu'en fait, on se rend bien compte qu'on aura envie de faire 3-4 choses en même temps, et qu'en plus, ça change tous les 6 mois, on a bien conscience qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas très bien chez nous. Oui, donc, ces personnes-là... J'imagine que les on se paye, si je peux dire ça, c'est vraiment pour tu peux taper un boulot stable et ça te plairait pas d'avoir un boulot stable et finalement on le sent un peu comme une certaine culpabilité, j'imagine aussi. C'est ça, c'est ça. Ce qui se passe en elles souvent, c'est qu'elles s'entendent dire ou penser, parce que parfois elles ont intériorisé cette difficulté que voilà, tu ne finis jamais ce que tu as commencé, mais tu es instable, mais tu sais pas ce que tu veux. Bon, c'est bon à peu près partout, donc tu es excellent en rien. Donc finalement, bon, tu n'es pas très utile. Bah, en fait, c'est normal que tu ne sois pas reconnu. Parce qu'il n'y a pas cette idée. La médaille va à la spécialité, va au profil expert, ne va pas à quelqu'un qui a un ensemble de connaissances qui est pourtant extrêmement, on le verra plus tard, qui est pourtant une très grande force. Donc, il va cultiver une mauvaise estime de lui qui ne va pas le pousser en fait à mieux essayer de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne et à chercher peut-être comment est-ce qu'il peut cultiver sa différence, comment il peut en faire une force. Donc, très généralement, il y a le fait qu'on ait mal vécu sa vie professionnelle parce qu'on n'a pas de vocation. Et on n'en aura jamais parce que vocation, c'est le verbe latin être appelé, quoi. Donc, être appelé à, on n'est pas appelé. En fait, le multipotentialiste, il développe sa carrière son cheminement professionnel au fur et à mesure des rencontres qu'il fait, des idées qu'il a et des terrains d'investigation qui se présentent à lui et pour lesquels il a de l'intérêt. Donc, en fait, ça se fait au fur et à mesure. Pour le coup, il vit plus l'instant présent dans sa capacité à se remettre en question et à affiner en fait ce qui lui manque pour jongler, passer d'un monde à l'autre et pouvoir innover. Et c'est vrai que c'est très mal vécu. On sait que, alors ça bouge un peu, à chaque fois je dis que ça bouge un peu, il y a on parle de plus en plus de ce thème, il y a des agences de recrutement qui ne s'intéressent qu'aux personnes qui ont cette multipotentialité, et dans l'économie disruptive qui va très vite aujourd'hui, on a besoin de très vite rebondir et d'apprendre sur différents domaines. Ces personnes, pour moi, ont un super avenir. Mais voilà, très souvent, elles sont pas forcément bien accueillies quand elles ont un CV
qui montrent qu'en fait, voilà, tous les 2-3 ans, elles ont un peu trop bifurqué. On a l'impression et on leur fait souvent le grief d'être instable et donc d'être un danger pour l'entreprise qui va chercher à sécuriser en fait l'investissement d'un travailleur longtemps. Euh, je suis vraiment, mais voilà, ce terme à chaque fois me prend à la gorge parce qu'en fait, pour moi, la fiabilité, elle est d'ordre interne. C'est plutôt sa capacité à être aligné avec soi-même et faire incarner ses valeurs. La fiabilité, c'est vraiment ça. Il n'y a rien d'héroïque forcément à poursuivre une carrière tout au long de sa vie dans la même entreprise. Voilà, c'est une manière de concevoir les choses, mais ça peut être aussi très intéressant d'imaginer de faire venir quelqu'un qui justement a exploré beaucoup d'autres domaines pour avoir son œil critique et pour lui permettre du coup de se servir de son expérience antérieure pour proposer autre chose. Tout à fait. Alors, je ne sais pas du coup si tu avais d'autres conseils pour mieux vivre cette multipotentialité, sinon on passera à la dernière question. Alors pour moi, elle est très simple. C'est effectivement s'accepter tel que l'on est. Comprendre qu'on a une force qui n'est pas celle des experts ou des spécialistes, qui est plutôt celle de faire des traits d'union entre des mondes qui ne se parlaient pas ou qui ne se connaissaient pas avant. Voilà, ça pour moi, c'est vraiment la clé, c'est vraiment le mode opératoire parfait pour pouvoir s'épanouir dans tous ces champs d'intérêt que l'on cultive et que moi j'ai envie d'encourager, que je trouvais Oui, extraordinaire. d'accord. Merci, merci Violaine. Alors, est-ce que maintenant tu peux nous donner des exemples de vie professionnelle réussie? Volontiers. Et le premier qui me vient à l'esprit, puisque c'est un des premiers que j'ai compris, c'est le cas de Florence Pousset, alors, qui m'a fait d'accord pour que je parle d'elle. Elle, c'est un médecin, hein, donc vraiment qui a travaillé au CNRS, qui a fait beaucoup de recherches, voilà, qui était vraiment donc profil universitaire type vocation expert, et qui en même temps se passionnait pour, je vais dire ça un peu de manière très globale, le monde de l'invisible, ce qui n'est pas montré scientifiquement, en tout cas démontré scientifiquement aujourd'hui, comme un peu un univers parallèle, alors sans aller jusqu'à l'ésotérisme, mais en tout cas tout ce qui est hypnose, le fait d'avoir en même temps une intuition très développée et une connaissance en fait de ce monde-là, et en même temps sa connaissance universitaire, elle a pu être un trait d'union entre le visible et l'invisible. Voilà, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire et elle a apporté au monde. Et du coup, en ayant un langage de scientifique pour décrire quelque chose qui n'avait pas encore été forcément démontré, pour moi, elle a fait avancer le monde. Bien sûr. À mon humble niveau, je peux reprendre mon exemple parce que je le connais bien. À la fois, quand je me suis engagée en politique et que je travaillais un moment à l'Assemblée nationale, j'avais cette volonté de changer le monde et voilà, une vraie quête de sens à assouvir qui s'est à chaque fois qui a été un fil rouge de ma vie, hein, ça, qui reste là. Et j'avais fait du droit, donc en tant qu'avocate, j'avais pas mal exercé aussi. Je m'étais intéressée aussi au monde économique depuis toujours, comment trouver sa place, comment fonctionnent voilà, les économies. Donc j'avais fait un MBA en intelligence économique. Et en même temps, j'étais passionnée de développement personnel, de neurosciences, de psychologie positive, et j'avais passé aussi un diplôme à Yale dans cette université. D'accord. Et tout ça fait de moi, alors à la fois quelqu'un qui a beaucoup bougé, quelqu'un d'instable, quelqu'un qui pouvait être absolument cohérent, ou quelqu'un qui pouvait avoir enchaîné différentes vies sans qu'on comprenne forcément où je voulais aller. Mais quand j'ai réussi à faire un trait d'union entre toutes ces disciplines et tout ce qui me passionnait, eh bien, ça me faisait une personne quand même assez pertinente pour accompagner des transitions professionnelles parce que eh bien, j'avais à la fois cette capacité à aller très vite au niveau des idées, à innover, à comprendre cette problématique de trait d'union entre différents mondes, mais aussi quand il s'agit de passer à l'acte et éventuellement de se reconvertir, de créer sa propre boîte, de partir bien de son emploi, eh bien, j'avais aussi les connaissances juridiques en droit social voilà, pour les amener à partir de manière sécurisée et le mieux possible. Et donc, ce qui m'apparaissait comme étant décousu et un peu en puzzle, finalement, s'est révélé être quelque chose d'intéressant. Mais on peut faire converger ça, hein, mais on peut. J'ai aussi accompagné pas mal de personnes qui sont des slasheurs et qui font plusieurs choses, plusieurs activités en parallèle.
Est-ce que Donc tu ça, as un c'est aussi exemple là à nous donner un de exemple. complètement différente? Je pense à Inès. Alors, c'est intéressant parce que Inès, elle a été vraiment spécialisée dans tout ce qui est e-réputation. D'accord. La réputation des entreprises ou des dirigeants sur les réseaux sociaux. Et donc, elle a fait ça pendant un moment. Ensuite, elle est donc dans une entreprise. Ensuite, s'est mise à son compte. Elle a fait les choses un peu différemment et elle s'est formée en coaching. Et elle a par la suite formé un think tank parce qu'elle elle avait un côté très écolo. Et en fait, quand on échange beaucoup sur les réseaux sociaux, on sait qu'on stocke beaucoup de données et qu'il y a un problème écologique derrière. Et donc, je pense que donc, elle fait ça en parallèle, ces 3 activités, mais je pense que quand son think tank pourra lui permettre de dégager un revenu, eh bien, elle aura ce trait d'union, quelque part. Elle aura une seule et même activité. Mais d'autres vont pouvoir... Enfin, je pense à Isabelle, que j'ai accompagnée aussi, qui était un prof d'anglais à la fac. Elle est maintenant prof d'anglais sur une plateforme. Elle est partie en digital nomade faire le tour du monde. Et en même temps, elle écrit beaucoup sur la... alors, elle écrit beaucoup, genre, elle est passionnée de tout ce qui est plantes sauvages. Et récemment, elle a passé un diplôme pour devenir photographe parce qu'elle a besoin d'images dans son. Donc, elle, je pense qu'elle veut garder, elle veut garder l'anglais d'un côté, le fait de transmettre, et puis son attirance pour tout ce qui est fleurs sauvages et qui D'accord. disparaissent aussi. Je pense que Et c'est. il y en a d'autres, hein, mais voilà. Ouais, mais ils sont Donc, très parlants les exemples que tu as pris. Donc merci, merci Violaine. Je vois qu'il y a des témoignages et des questions qui tombent du coup. Il y a Sephora qui nous dit on est jugé comme incohérent parce que la société est conçue pour des acteurs clés en main et non pas pour des gens qui ont leur singularité et qui en jouissent pleinement. oui, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Alors, avec cet espoir que j'ai que petit à petit, à force d'en parler, eh bien, ces personnes-là soient mieux accompagnées et mieux acceptées et parce que je pense qu'elles ont vraiment leur place, encore une fois, dans le monde d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'elles ont beaucoup souffert. Si elles n'étaient pas à la bonne place, elles ont vraiment beaucoup souffert et injustement. C'est complètement une réalité. D'accord. On a un autre commentaire de Flava qui nous dit moi, je dis souvent, le problème de ma vie, c'est que je peux faire plein de choses et le retour, c'est toujours la même chose. Ça va les chevilles, on lui dit. Oui, oui, on peut paraître on peut paraître quelqu'un d'un peu euh, avoir un complexe de supériorité sur le fait qu'on peut faire plein de choses. C'est pas vrai. En même temps, ça mobilise beaucoup d'énergie d'apprendre et d'investiguer plusieurs domaines. Donc le regard de l'autre est pas, encore une fois, est très jugeant et pas juste par rapport à ça. On dit qu'on commence à savoir faire vraiment quelque chose quand on y a passé 10 000 heures. Hein. Donc, et le multipotentialiste, il va quand même, il a quand même besoin d'aller jusqu'au bout. Après, c'est le fait de répéter, d'être dans une logique d'industrialisation de ce qu'il a compris, c'est impossible pour lui. Mais pour autant, c'est quelqu'un qui maîtrise des choses et qui crée de l'intelligence par Ouais, les biais et les liens qu'il fait autour de lui. Oui. d'accord. On a un autre commentaire qui dit j'ai presque l'impression qu'il n'y a qu'en étant à son compte qu'on peut vivre pleinement son multipotentiel. Je suis un peu d'accord. Alors après, je veux pas. Je suis un peu d'accord, mais euh, disons qu'on peut nuancer ça en disant que voilà, on peut prendre son temps, qu'il y a certaines entreprises, mais alors, encore une fois, il faut les trouver, ces entreprises, dans lesquelles vraiment le multipotentialiste peut s'épanouir. Pourquoi pas peut avoir 3 jobs au sein de l'entreprise. Mais il faut des entreprises qui aient un management hyper horizontal, qui soient dans le collaboratif, qui soient pas du tout dans une discipline ou un pinaillage sur le présentiel. Il faut des entreprises extrêmement ouvertes qui laissent une grande autonomie, qui permettent la créativité et l'expression de chacun. En fait, il n'y a rien de pire pour un multipotentialiste quand il se sent bridé, incapable de vivre son expression. Mais oui, je peux que être d'accord avec ce commentaire-là. C'est peut-être l'endroit le plus. Voilà, on a un immense terrain de jeu et il faut être acteur de sa communication, acteur de ses contenus et faire évoluer ce qu'on a envie de produire en tant que service, en tant que produit. Donc oui, c'est le poste rêvé avec, attention, un petit bémol, attention.
on en a parlé sur ici pas mal de fois. Bah, attention au burn-out, attention quelque part, la personne multipotentielle, elle a tellement d'adrénaline quand elle est dans l'apprentissage, elle est tellement bien là-dedans qu'elle ne sait pas toujours très bien gérer voilà, son temps et son énergie. D'accord. Merci Violaine pour cette explication. On a un autre témoignage et question aussi. Waouh, c'est vraiment mon cas. Je fais beaucoup de choses, mais je ne me sens pas assez bien pour choisir quelque chose que j'aime plus. Comment se sortir de cette situation? Ne pas choisir. C'est ça en fait le problème pour les personnes multipotentialistes. Elles ont l'impression qu'il faut absolument choisir. Pour elles, choisir, c'est renoncer. Et en fait, quand il y a beaucoup de choses qui les intéressent, c'est un vrai enjeu. C'est vraiment compliqué parce que comme il y a ce processus de construction, déconstruction et le fait de créer, puis finalement pour ne pas forcément aller forcément jusqu'au bout, en tout cas ne pas poursuivre, il y a un enjeu terrible dans le choix chez ces personnes-là. Donc ce que je conseille, c'est essayer plutôt de trouver le lien ou la force qu'on a en tant que soft skills pour pouvoir aller là où c'est intéressant, là où il y a du plaisir pour soi, mais se dire que de toute façon, ce choix, il n'est jamais définitif. On peut prendre un chemin et le modifier ou l'infléchir ou le faire évoluer euh, comme on souhaite. On n'est pas obligé de choisir. C'est pour ça que quand on n'en est pas à l'idée de l'entrepreneuriat, mais il faut que là, pour le coup, on se sente quand même un peu musclé parce que être un serial entrepreneur, bon, c'est bien, mais il faut un petit peu de bagou, puis un petit peu de solidité. Mais être slasher, ou dans ces cas-là, aussi, on va faire des expériences et on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, si je puis m'exprimer ainsi. Mais c'est vrai que la question du choix, elle est très, très, très compliquée. Je crois que très souvent, la personne potentialiste, elle a tendance à essayer de se forcer, à croire que c'est bon, ça va y aller. Alors, elle prend des gages souvent auprès des personnes qui sont autour d'elle. Non, mais c'est bon, je te jure, là, cette fois-ci, c'est ça. Et on ressent, quoi, parce qu'elle-même espère, en fait, mais ce qui Oui. n'arrivera pas, en fait. Mais c'est souvent sa manière de cheminer aussi pour prendre conscience, après avoir pris plein de murs, que bah non, il n'y a pas un choix rédhibitoire, il y a un cheminement et il y a une évolution. Et il s'agit de naviguer au mieux dans cette évolution. Et parfois, donc, pour moi, le point d'orgue, c'est un trait d'union en montant son entreprise. D'accord. Voilà, c'est ma vision, hein, c'est vraiment ma vision. D'accord. Il y a eu un débat aussi, Violaine, qui s'est généré entre Ah, Clyde et Sephora. oui. Sephora qui nous dit que elle trouve que dans les modèles anglo-saxons et plus globalement dans le reste du monde, donc hors France, elle trouve qu'on valorise les compétences, ce qui n'est pas forcément vrai en France. Et Clyde a dit que justement, il trouvait que bah, c'était la même chose partout en fait. Même quand tu voyages, tu voyais les mêmes choses partout. Alors moi, je Qu'est-ce suis que tu assez d'accord avec Sephora. De ce D'accord. que j'ai pu expérimenter moi-même et des personnes que j'ai pu accompagner, les personnes qui ont par exemple travaillé au Québec et qui reviennent en France ont beaucoup de mal. Des personnes que j'ai pu accompagner qui ont travaillé en tant qu'expat dans des pays anglo-saxons ont eu l'impression qu'on leur donnait beaucoup plus leur chance par rapport à une motivation qu'elles pouvaient avoir et une envie d'apprendre et de se motiver dans un champ d'activité, plutôt que de lire avant de quelle école on est sorti et quelle passe VIP ça nous donne pour faire ci ou ça. C'est un peu le modèle français. Donc, moi, je l'ai vraiment expérimenté, cette différence d'une manière quand même très forte, voilà, en espérant que ça bouge un peu. Mais oui, c'est ce que j'ai pu aussi observer. On va en faire encore une ou deux questions et encore, il y a beaucoup de témoignages surtout. Mhm, mhm. Kelly qui nous dit, qui est naturopathe, je trouve frustrant de se sentir multiple dans ses compétences, mais de ne pas arriver à en vivre ou même juste trouver sa voie. Est-ce qu'il y a une certaine frustration? Oui, il peut y avoir une vraie frustration. Hein. Oui, parce qu'il y a effectivement beaucoup de potentialités, il y a beaucoup de possibles. Mais effectivement, quand il s'agit de gagner sa vie, l'idée qu'il faut peut-être être quand même un petit peu expert. Et donc, on peut être expert dans le trait d'union. Ouais. Je reviens toujours à ça. Là, on l'est, puisqu'en fait, on fait converger des mondes qui avant ne s'étaient pas forcément rencontrés. Mais effectivement, on ne l'a pas sur un profil généraliste.
Et donc, oui, il y a une vraie frustration et il y a un chemin qui n'est pas forcément ni facile, et un chemin qui peut être long pour comprendre en fait comment valoriser quand même tout ce qu'on a pu apprendre, même si c'est dans des domaines différents, même si ça appartient au loisir et que c'est pas forcément professionnel, comprendre aussi tous ces soft skills, etc., etc. Oui, c'est un chemin et oui, je comprends cette frustration très bien. En même temps, quand on y réfléchit, voilà, on a besoin des deux. Moi, si je dois me faire opérer demain, j'ai pas envie que la personne qui m'opère me dise bon bah voilà, j'ai été laboureur, j'ai ensuite été un super champion de poker, ensuite j'ai fait du développement informatique et puis en fait depuis 1 an j'opère et vous êtes ma deuxième patiente. Franchement, je préfère qu'il ait eu ce tunnel et cette révélation voilà, à 15 ans et que je sois la 200e patiente qui laisse sur exactement le même problème. Voilà. Encore une fois, on a besoin de tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que les multipotentialistes, eux, ils auront forcément une forme d'originalité. Ils auront forcément justement quelque chose qui ne va pas ailleurs. Donc, il ne faut pas chercher la spécialité, il faut chercher plutôt l'unicité. Qu'est-ce que moi, en fait, je suis la seule à pouvoir apporter par rapport à tout ce que j'ai pu expérimenter? C'est plutôt à cette question qu'il s'agit de répondre. Et c'est pas simple de le faire seul, surtout qu'on a les multipotentialistes qui ne se connaissent pas bien ou se connaissent mal ou pas du tout, ont un problème vraiment d'estime D'accord. d'eux-mêmes. Alors, on va encore regarder. Il y a deux questions. Bon, il y en a beaucoup, hein, mais. Alors, il y en a qui nous dit: Je suis actuellement en burn-out parce que je ne trouve pas ma place nulle part. Et est-ce que être indépendante peut m'aider? Oui, alors après, oui, non, c'est difficile de répondre. Après un burn-out, l'idée c'est de prendre du temps, du repos pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour pas que ça revienne, parce que ça peut revenir en tant qu'indépendante. Moi, j'ai accompagné aussi plusieurs entrepreneurs dans un burn-out. Donc ça, donc bien comprendre ses besoins, bien qu'est-ce qui s'exprime et replacer, remettre de l'envie, du plaisir et retisser peut-être refaire une cartographie de ce qu'on aime, de ses capacités, de ce qu'on a envie de transmettre au monde pour choisir une activité d'indépendante. Mais d'où vient le burn-out? Est-ce que c'est une pression extérieure? Est-ce que c'est une pression intérieure? Dans ces cas-là, elle peut revenir. En fait, rien n'est forcément une solution. C'est plutôt ce qu'on va faire. Ça, là, on parle d'un mode de fonctionnement économique. Encore une fois, on peut se retrouver slasher dans l'entrepreneuriat ou dans une bonne boîte. Moi, j'ai fait un petit peu tout pour arriver à la fin à quelque chose qui me convenait bien. Mais finalement, avant, je n'aurais peut-être pas passé le pas, je n'étais pas forcément prête. D'accord. Comme tu le dis, finalement, c'est un cheminement, ouais. Pour moi, oui. Ouais. Alors, on va regarder un dernier témoignage. J'ai vu qu'il y avait Pomme Grenaté. On m'a toujours reproché le fait de ne pas être concentré sur une seule chose et de la finir. Au début, ça me frustrait et puis j'ai décidé de m'écouter et me suivre. Je le vis mieux. Et comment on peut faire finalement quand on a cette critique, Violaine, de pas être concentré sur une seule chose? Alors déjà, quand on a une critique, il faut la laisser à l'autre. C'est le point de vue de l'autre, ça n'est pas le sien. Donc l'autre a le droit de dire ce qu'il pense, et encore, parfois on ne lui a pas forcément demandé son avis, donc mais voilà, il a le droit c'est sa vision à lui par rapport à lui, ce qu'il ressent. Pour autant, nous, alors je dis nous parce que bon, voilà, je dis, hein, j'en étais vraiment une, mais on peut avoir envie d'aller explorer plusieurs domaines sans forcément aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire aller jusqu'au bout? Peut-être qu'on a suffisamment, quand on va chercher quelque chose, quand on a suffisamment d'informations, ben, 3 petits tours et puis s'en vont. Et puis on se sert de ce qu'on a compris pour réavancer sur un autre sujet ou faire des liens avec d'autres. Il n'y a pas de nécessité à chaque fois de rentrer à fond dans quelque chose. Encore une fois, il y a besoin de spécialistes et il y a besoin d'autres personnes qui ont juste cette vision, ce que Barbara Sher appelle la vision scanner. En fait,